Toute la séance, bien sûr, si vous avez un souci, vous pouvez prendre la parole ou m'alerter sur le chat. Le chat, j'aurais peut-être des difficultés des fois à tout suivre en parallèle, mais n'hésitez pas à m'interrompre de vive voix pour me poser des questions ou me dire s'il y a problème. Alors, vous avez ici mon adresse mail. C'est moi qui m'occupe de cette UE. Donc, pour tout problème, toute réclamation sur l'UE, eh bien voilà, n'hésitez pas. Vous avez mon mail. De toute façon, via Moodle aussi, vous pouvez me contacter. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sur cette UE, donc l'UE dite BI440, qui va concerner des techniques de biologie moléculaire et cellulaire. Donc, comme vous voyez déjà, l'intitulé est assez grand. Vous allez avoir beaucoup de techniques vraiment assez différentes, assez variées, qui fait un peu l'intérêt aussi de cette matière. Donc, je vais vous enlever ma vidéo pour pas surcharger le réseau. Hop. Et donc vous aurez différents intervenants, vous aurez notamment Aurore Ingeval, Frédéric Crémazy et Anne-Marie Pré comme enseignants aussi pour ceux qui les connaissent déjà. Donc n'hésitez pas, voici, vous avez mon mail. Cette UE, vous allez avoir une douzaine de cours. L'objectif de l'UE, eh bien, c'est donc d'apprendre l'utilisation de différentes techniques de biologie moléculaire et cellulaire. Mais donc, le plus important, avant même la technique, c'est d'essayer de comprendre les questions et le contexte de mise en œuvre de ces techniques. Grosso modo, une technique, elle va être employée pour répondre à une question précise, à une question biologique. Donc, ne vous écartez jamais de ça. Et à chaque fois que vous voyez une nouvelle technique, posez-vous la question, à quoi elle sert? Quel est son objectif? Donc ne vous laissez pas noyer par les techniques, par les détails techniques. Il faut que vous d'abord vous ayez en tête quel est l'objectif de cette technique. Et dans un deuxième temps, évidemment, ce qu'il faut, c'est connaître la technique. Vous allez voir que l'ensemble des techniques qu'on va étudier, c'est une succession logique en fait d'étapes. Et ça, c'est très important pour les exercices que vous aurez à faire, c'est de bien comprendre l'enchaînement des différentes étapes qui composent chacune de ces techniques. Ce qui est donc du cours et des connaissances. La plupart d'entre vous avaient suivi la première année ici à l'UVSQ, donc vous devez avoir suivi le BI100. Pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, j'ai mis sur le Moodle, dans la rubrique divers, ce qu'on appelle le corpus de BI100, c'est-à-dire un minimum, un petit pack minimal de connaissances à avoir en biologie moléculaire. Et donc, je vous ai déjà conseillé, via les annonces Moodle, pour le premier TD, de réviser un certain nombre de pages. Et donc déjà, tout ce qui concerne la partie acide nucléique, vous pouvez la relire et la re-relire. Il faut vraiment que vous maîtrisiez ça sur le bout des doigts. On n'a pas le temps de revenir sur tout, sur toute la théorie. Le BI100, c'était vraiment la théorie sur les acides nucléiques, les fondements biochimiques. Et là, maintenant, on va utiliser ces connaissances, on va les mettre en pratique dans le contexte des techniques. Donc vraiment, il faut vraiment travailler ce document. Il est disponible pour tout le monde. Vous allez voir, il est très facile à lire, mais il faut l'apprendre, il faut s'en imprégner. Vous verrez qu'il y a une partie sur les protéines et les acides aminés aussi dans ce document. Ça concernera la suite de ce cours. Et je vous encouragerai évidemment, bien sûr, à apprendre l'intégralité de ce corpus, ou en tout cas à le réviser, puisque vous l'avez, pour la plupart d'entre vous, déjà appris. Donc j'insiste là-dessus, il y a beaucoup de références théoriques à ce corpus de BI100. Bien sûr, c'est des connaissances de base en biologie moléculaire que vous pouvez retrouver dans tous les bouquins et sur plein de sites internet, évidemment. Mais la référence, si vous voulez vraiment bien baliser les choses, prenez bien ce corpus de BI100. Je le répète, il est disponible dans la rubrique divers sur le Moodle de l'UE BI440. Alors, donc ça va être un peu les histoires de cours. Donc attention, demain, je vous rappelle, exceptionnellement, on a encore cours ensemble à la même heure et sur le même lien Zoom. Donc demain, il y a un deuxième cours pour avancer un petit peu ce BI 440. Et après, dans les semaines qui suivent, ça sera exclusivement le jeudi à 9h30. Ce qui est des TD, il va y avoir une douzaine de séances de TD. Alors les TD, comme d'habitude, l'idée, c'est de se remettre dans un contexte expérimental et de tester les techniques, de voir si vous les avez bien compris sur des cas concrets. Et donc l'idée, c'est d'appliquer lors de ces TD un apprentissage du raisonnement scientifique en commentant les résultats obtenus, donc en les observant, en les interprétant et en faisant des conclusions et des hypothèses sur les résultats. Donc ça, c'est très important, cette démarche. On essaiera de la suivre dans tous les exercices de TD.
Les TD, vous voyez que le planning est un peu complexe. Vous avez eu des messages de l'UFR à ce propos. Il y a un cycle de 3 semaines, c'est-à-dire que vous avez une semaine tous TD en distanciel, puis le groupe A est en présentiel, puis le groupe B est en présentiel. Donc ce tableau, je vous ai mis là, je vais vous le remettre en ligne sur le site de l'UE pour que vous puissiez le consulter si vous avez le moindre doute. Donc vous aurez l'horaire, votre groupe et la date où vous avez TD, distanciel ou présentiel indiqué. Donc ici en vert, vous voyez que c'est indiqué présentiel, en jaune distanciel. Les colonnes rouges, c'est les semaines où il n'y a pas de TD, souvent parce que c'est un arrêt des enseignements. Donc consultez bien ce document, ce sera la référence qu'on utilisera. Dans ce cas, il peut demeurer des erreurs, notamment je crois que pour les groupes de SVT, actuellement il demeure une petite coquille. Pour l'instant, les SVT, vous avez TD à 14h30, sauf mention contraire. Donc je reviendrai peut-être là-dessus, mais pour l'instant, vous vous fiez à ce tableau qui doit être votre référence. Et surtout, respectez bien votre groupe de TD. Vous verrez que sur le Moodle 440, vous allez retrouver des liens, différents liens Zoom, pour tous les TD qui seront en distanciel. Et donc, à chaque fois, il y a l'intitulé du groupe, l'horaire et le nom de l'enseignant. Donc, suivez bien toujours les mêmes TD avec le même enseignant. Pour ce qui est du présentiel, donc pour nous, ça ne concerne que dans 15... que pour dans 2 semaines. Alors vous me dites, il n'y a pas les LDDCB. Les LDDCB, ce sont les doubles licences. Oui, tout à fait, ouais. LDDCB, c'est les doubles licences. Alors, le groupe SVT, je vous ai dit, il y a un petit souci. Le SVT 1A, en fait, il y a une coquille en ce moment sur les groupes de SVT. Donc, on va clarifier ça rapidement. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, normalement, il y a un seul groupe de SVT qui passe le lundi à 14h30. Normalement, vous devriez tous être regroupés sur ce créneau-là. Si ce n'est pas le cas, je vous le signalerai via Moodle. Donc, ne vous inquiétez pas. Effectivement, là, pour l'instant, il y a un seul groupe de SVT A ou B. Et ça, on va le clarifier. Il y a encore un tout petit problème d'organisation générale. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, pour les doubles licences, hein, vous avez, donc c'est bien les LDD CB, vous êtes le vendredi matin à 11h. Ah, vous avez un seul groupe en LDDCB? Ah, LDDCB. Ah, ouais, ça, il faut que je vérifie ça. Effectivement, si vous avez un seul groupe. Donc, il y a des grandes chances que, effectivement, vous veniez qu'une semaine sur 2. Ouais, tout à fait. Je vais revérifier ça. Mais a priori, ouais, les LDDCB, vous allez venir qu'une semaine sur 2. Enfin, vous allez suivre l'alternance qui est indiquée là, en fait. Et donc, on va supprimer la ligne LDDCB, en fait. Ouais, ce planning sera mis sur Moodle. Et les DLBI, a priori, il y a bien un A et un B, non? Vous êtes a priori le mardi. Là aussi, il y a un seul groupe A. Dites-moi. Ah, vous n'êtes toujours pas vos groupes. D'accord. Bon, bah, ça va arriver. Les groupes sont en train d'être constitués, donc vous inquiétez pas trop. Ça, c'est en train d'être fait. Je vais essayer d'actualiser le plus possible mon tableau. Je vous mettrai des annonces là-dessus. Là, vous avez quand même, grosso modo, une idée très précise, enfin presque quasi définitive de ce qui va se passer la semaine prochaine. Non, on ne peut pas changer de groupe de TD. Vous devez suivre le TD avec votre groupe. Sinon, ça va devenir chaotique, notamment pour les présentiels. Ouais, mais ça, on va voir. Je vais vous dire, ça va dépendre de ce qu'on va me dire sur les LDD BI, si aussi, effectivement, il y a un seul groupe. Les groupes de TP ne sont pas les mêmes groupes que TD, parce qu'en TP, vous serez beaucoup moins qu'en TD. Donc, ce ne sera pas exactement les mêmes groupes. Les groupes de TP seront aussi disponibles sur Moodle et vont vous être affichés par Florence Armand. Donc, vous allez avoir les infos rapidement sur les groupes de TP qui commencent la semaine prochaine, et je vais vous en parler 2 secondes. Comment ça se passe en distanciel? Alors, pour le distanciel où tout le groupe est en distanciel, donc vous aurez votre enseignant qui sera par Zoom comme moi aujourd'hui et qui vous fera votre TD. Quand vous serez en distanciel et qu'une autre partie sera en présentiel, vous aurez en fait des exercices à faire. Ça ne sera pas du comodal, donc vous ne serez pas en simultané avec ceux qui sont en présentiel. Je vous donnerai des exercices à faire de votre côté. Je vous rassure, je vais essayer de ne pas vous charger trop. On va essayer de faire des choses raisonnablement.
Et donc, vous aurez un certain nombre d'exercices à faire en distanciel. Pour ces exercices, soit ils seront corrigés lors de la séance de présentiel, soit vous aurez un corrigé en ligne. Donc, vous ne serez pas abandonné. Par contre, je vous incite vivement à conserver, à bien faire vos exercices de distanciel sur le créneau prévu, parce que sinon, vous allez être débordé. Et les TP, oui, seront en binôme, tout à fait. Ah, vous m'avez fait une belle rafale de questions, là. Alors, si vous allez avoir, si vous voulez, si je prends par exemple le groupe SV, groupe A 1A, ils vont avoir en présentiel le 15 février des exercices, et le groupe 1B en présentiel le 1 mars fera les mêmes exercices. Donc, en présentiel, vous corrigerez les mêmes exercices, et en distanciel, vous aurez les mêmes exercices à faire. Donc, il n'y aura pas de choses... on perd du temps, c'est un point de vue. Je vais essayer justement qu'on ne perde pas de temps et qu'il y ait une partie des choses qui puissent être faites en distanciel et une autre partie en présentiel pour tout le monde. Voilà, donc vous êtes en décalé effectivement sur une semaine. C'est pour ça que je vous encourage vivement, quand vous êtes en distanciel, à bien faire le travail qui sera mentionné pour qu'après en présentiel, vous puissiez, avec l'enseignant, corriger la suite, faire la suite. Donc effectivement un décalage. Et quand vous êtes tous en distanciel, alors quand vous serez tous en distanciel, vous serez avec l'enseignant en direct. Attention, je le redis, quand vous êtes la semaine tous en distanciel, vous êtes en direct avec l'enseignant. Donc, vous corrigez avec l'enseignant en direct. Donc, en distanciel, il faut préparer le TD. Oui, je vous mettrai l'énoncé en amont et il va falloir préparer le TD pour que le jour J, quand vous êtes tous en distanciel, avec le prof, lui, il va corriger le TD, donc il faudra l'avoir préparé. Parce qu'il peut vous poser des questions, bien sûr, sur le TD en cours. Monsieur, j'ai une question. Oui. Mais du coup, vous dites qu'on sera, quand on est en distanciel, en direct avec le professeur. Oui. Pourquoi il y aura une correction, du coup, en ligne si on fait la correction avec le professeur? Alors, ça dépend, en fait. Là, par exemple, pour le TD de la semaine prochaine, vous avez vu que c'est un peu un TD de révision. Ce que j'ai fait, c'est que je vais vous mettre une correction pour certains des exercices, les exercices 1 à 3, et avec l'enseignant, vous corrigerez tous l'exercice 4. Donc ça, c'est le premier TD qui est un peu particulier. Pour les autres TD en distanciel, quand vous êtes en demi-groupe, vous aurez donc des exercices à faire en distanciel, et je vous mettrai ensuite la correction de ces exercices pour tous. Et en présentiel, vous corrigerez d'autres exercices, vous ferez d'autres exercices. Est-ce que c'est clair? Toujours pas clair? Bon, n'hésitez pas si c'est pas clair. Ok. Non, c'est pas mal. Il n'y aura pas que du travail autonome. Alors, quand vous serez en distanciel tout seul, effectivement, en demi-groupe distanciel, il va falloir vous astreindre sur le créneau à faire les exercices et vous aurez une correction. Donc, ce sera le seul moment où vous serez vraiment en autonomie, quand vous êtes en distanciel en demi-groupe. C'est le seul moment où vous êtes en autonomie. Sinon, vous êtes récupéré la semaine suivante en présentiel ou après tous en distanciel. Alors, pour les groupes de TP, c'est comme en première année. Vous allez être prévenus de vos groupes de TP, vous inquiétez pas. On va vous dire les différents groupes de TP. Vous avez déjà le planning des TP qui va être disponible sur le Moodle, je pense. Il va l'être incessamment sous peu. Le groupe de TP n'est pas exactement le même que TD, parce que dans TP, vous serez moins qu'en TD. Ah, vous avez le planning dans les TP? Bon, bah parfait, c'est parfait. C'est bien une bonne chose, et parce qu'effectivement, les TP commencent la semaine prochaine, donc attention, regardez bien le planning. Certains des groupes vont commencer la semaine prochaine, et on commence avec le TP IP, le TP clonage, excusez-moi, TP clonage. Alors le TP clonage, vous verrez, il se divise en 2 demi-journées, donc vous allez tous avoir la première partie du TP, puis plus tard, dans le semestre, à la deuxième partie du TP. À la fin du semestre, vous ferez le TP dit immunoprécipitation, qui s'appelle IP. Alors attention, dans certains tableaux, il s'appelle encore TP anticorps. En fait, c'est le TP immunoprécipitation. Je vais essayer de faire corriger ça. Mais c'est le TP IP. Mais ça, de toute façon, ça va arriver plus tard. Pour l'instant, c'est le TP clonage. Et vous commencez, pour certains groupes, dès la semaine prochaine. Et vous verrez, c'est une demi-journée, c'est sur 4 heures. Et ce sera la première partie du TP. Mentionné sur ce document, vous voyez qu'il y a aussi un TP de méthodo qui sera exclusivement sur Moodle. Alors, vous inquiétez pas. Ce TP méthodo, c'est pas en présentiel, il sera exclusivement sur Moodle. Grosso modo, je vais vous mettre des exercices.
Rebonjour, désolé, c'est ma connexion qui a sauté. Vous êtes encore là, c'est l'essentiel. Vous m'entendez? Au moins une personne? Oui, oui. Pas quelle galère, pourquoi vous dites ça, monsieur Barol? Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bon, désolé, je suis de retour. Alors, bon, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. J'étais en train... Oula, il y a une gros mail là. Ah, mais pour en revenir sur la discussion et changement de groupe de TD, est-ce qu'il peut même nous a informé qu'elle comptait faire des modifications de groupe de TD car il y a beaucoup de mélange d'options dans les groupes. Du coup, elle a prévu de rediscuter avec vous pour essayer de changer les groupes car cela risquait de compliquer les choses car un groupe de TD risquerait... Tout à fait, ouais. Alors l'idée c'est de vous arranger le plus possible. Hein. Quand je dis on change pas de groupe, c'est pas pour vous embêter. Donc effectivement, s'il y a des réattributions de groupes de TD validées par Madame Prieux, il n'y a aucun souci avec ça. Évidemment, on travaille ensemble, donc il n'y a aucun problème. Hein. Le but du jeu, c'est que vous assistiez à tous vos TD et toutes vos options. Donc on va faire ça en bonne intelligence. Si c'est validé par Madame Prieux, évidemment, vous changez de groupe. Pas de problème là-dessus. Que vous n'ayez pas deux TD simultanément. Hein, on va éviter les problèmes. Alors, en SV, c'est le cas aussi. Je ne sais pas, ça va dépendre de vos options. Normalement, les groupes ont été faits pour qu'il n'y ait pas ce genre de problématique. S'il y a des problèmes, je vous encourage très rapidement à contacter Madame Prieux pour qu'elle vous bascule sur un autre groupe. Vous allez le voir assez rapidement avec votre emploi du temps. Donc, tout est en train d'être finalisé. Juste aussi pour les salles, pour le présentiel, hein, je n'avais pas parlé, les salles, bon, vous, ça ne vous concerne pas la semaine prochaine parce que vous êtes exclusivement en distanciel pour les TD. Elles seront certainement affichées, elles ont dû commencer à être affichées, mais ça sera finalisé la semaine prochaine, les salles dans lesquelles vous aurez TD en présentiel pour les demi-groupes. Ne vous inquiétez pas, c'est en train d'être fait. Voilà. Un peu laborieux, mais c'est en train d'être fait. Pour la semaine prochaine, vous commencez tous en distanciel, donc il faudra vous connecter sur le lien Zoom correspondant à votre groupe, à votre horaire. Vous verrez votre enseignant. Donc, pour les TP, ce que je vous disais, hein, donc le TP clonage commence dès la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas votre blouse. Et l'enseignant vous attendra et on vous expliquera tout. Je vais mettre le poly de TP aussi en ligne, pour que vous puissiez le lire avant. Donc, préparez au mieux ce TP. Non, pas de lunettes de protection. Vous avez juste besoin de votre blouse, de quoi noter et votre blouse. Pour ce qui est de l'évaluation, alors là, très important, notamment pour ceux qui travaillent. Je vais, le plus possible, on a essayé de fixer des dates dès maintenant et pour que vous puissiez vous organiser. Voici les dates pour les 3 CC. Il y aura un CC en présentiel un samedi. On n'a pas pu faire autrement. Ça sera le samedi 27 mars. Donc, ce sera le matin. L'après-midi, ce sera le matin. Le samedi 27 mars. Un deuxième CC le jeudi 6 mai qui sera en distanciel. Le jeudi 20 mai, un autre CC en présentiel. Bien sûr, je fais mon possible pour conserver ces dates. On est à la merci d'éventuels changements de je ne sais quoi, mais je vais faire mon possible pour conserver ces dates. Donc, vous pouvez déjà les noter, les bloquer. Ces dates sont importantes. Ce sera vos CC de BI440. Vous aurez donc 3 notes de CC, coteront pour 75% de votre note finale, et 2 comptes rendus de IP pour le clonage, pour IP, qui vous donneront 2 notes, et donc ce sera 25% de votre note finale. Voilà pour les évaluations. Ce diaporama, je vais le laisser sur Moodle après. Je vais le déposer sur Moodle, donc ces dates, vous pourrez revenir sur le diaporama. Non, c'est 25%. À moins, vous avez vu 30% affiché ailleurs. Si vous avez vu ailleurs affiché 30%, dites-le moi où c'est parce qu'il faut que je corrige ça. Donc c'est 75 et 25%. N'hésitez pas, hein, si vous avez vu afficher 30% pour le BI440 en TP ailleurs, vous me le dites. Non, Oui, un petit mail. pas forcément pour votre UE, c'est juste que dans les autres UE, généralement, c'est 70 et 30%. Ah ouais, bon, là c'est 25. Voilà. Monsieur, mais du coup, pour les 2 contrôles du jeudi, du 6 mai et du 20 mai, oui. Le contenu du contrôle sera relativement similaire parce qu'on n'a pas, il y a très peu de temps entre les deux. 2 jours, on ne va pas avoir énormément de cours. Tout à fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que celui du 6 mai, qui en plus sera en distanciel, portera sur une partie très restreinte du cours. Je ne vais pas vous faire un Moodle trop long. Donc, je vous indiquerai ça bien sûr plus tard, hein, pour chaque CC, ce qu'il faut réviser. Mais celui du 6 mai portera sur une partie très restreinte du cours et celui du 20 mai sur une partie un peu plus grande. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai du contenu des CC. Voilà.
Donc, voilà un petit peu pour le cadre de cette UE. Dans tous les cas, si vous avez des questions, ouais, chaque CC, pour l'instant, en fait, je préfère pas m'engager parce que avec le distanciel et le présentiel et la manière dont ça va se passer, je préfère pas m'engager sur les coefficients réciproques de chacun d'entre eux, parce que je n'ai pas la durée encore exacte de chacun d'entre eux. Donc je peux pas vous fournir de coefficients. Dans un monde idéal, les trois auront la même proportion, mais pour l'instant, je m'engage pas là-dessus parce que je peux pas vous faire quelque chose de contractuel là-dessus pour l'instant parce que on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc là-dessus, je reste flou. Dans un monde parfait, oui. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aurez mon mail si vous avez des questions et je vais laisser bien sûr ce diaporama alors pour les infos générales et aussi bien sûr pour les diapositives de cours qui seront sur Moodle. Ben, justement, le temps exact, je ne peux pas m'engager là-dessus non plus. Dans un monde idéal, entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, entre 1 heure et 2 heures, grand maximum. Alors, j'en enregistre absolument pas le cours. Par contre, vous aurez toutes les diapositives à disposition et pour toutes les questions, vous avez un forum qui est sur le site de l'UE où je vous encourage vivement à poser vos questions. Grosso modo, vos questions intéresseront certainement quelqu'un d'autre et je m'engage à répondre à ces questions sur le forum pour éclaircir des points. Alors surtout, les questions, c'est pas « j'ai rien compris à », c'est une question précise. Hein. Donc, alors les diapos en avance, j'ai malheureusement pas pu le faire cette fois. Je n'arriverai pas pour demain non plus. J'essaierai pour les prochaines fois. Dans tous les cas, vous les aurez a posteriori. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est bien noter à chaque fois. Je vais vous faire un plan détaillé pour que vous puissiez bien voir et bien prendre des notes. Donc, vous allez avoir un plan détaillé à chaque fois qui va suivre le déroulé des diapositives. Donc, ça devrait vous aider à bien prendre des notes et à vous organiser et à voir sur les diapositives sur lesquelles vous avez des questions. Donc voilà pour le support. Bien sûr, donc il sera en ligne une fois de plus. Ne prenez pas toutes les figures. Le plus important, c'est les explications et le lien logique entre les diapositives. Alors, les corrigés des TD, je vous l'ai dit, hein, je vous ai mis l'énoncé du premier TD sur Moodle. Vous allez avoir le corrigé des 3 premiers exercices du TD. Vous allez les avoir en fait d'ici ce week-end pour pouvoir éventuellement poser des questions la semaine prochaine à votre enseignant dessus. Donc, vous aurez le corrigé du TD1, des 3 premiers exercices sur Moodle dans les jours qui viennent pour pouvoir poser des questions la semaine prochaine sur le corrigé s'il vous reste des questions. Avec votre enseignant, la semaine prochaine, vous corrigerez en live que l'exercice 4 du TD1. Ah. Donc, ce premier cours va porter sur la purification et la caractérisation physico-chimique des acides nucléiques. C'est un titre un petit peu peut-être théorique et qui fait un peu peur. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail et vous allez voir que c'est des choses qui vont vous parler. Ce premier cours donc, va concerner exclusivement les acides nucléiques, leur purification et leur caractérisation. Et quand vous entendez acide nucléique, vous êtes en 2e année, donc acide nucléique, ADN et ARN. Hein, dans votre tête, ça fait tilt, ADN et ARN. La première partie de ce cours va concerner ce qu'on appelle l'extraction, l'isolation et la purification des acides nucléiques. Alors là, j'ai mis, vous voyez, extraire égale isoler égale purifier, parce qu'en termes de terminologie, si vous parlez avec un anglo-saxon ou suivant les enseignants, eh ben, ça signifiera la même chose. Le but du jeu, dans cette partie, l'objectif, ça va être d'isoler l'acide nucléique, d'isoler l'ADN ou l'ARN. Vous savez que l'ADN ou l'ARN, la plupart du temps, est dans des cellules, et donc il va falloir l'isoler pour pouvoir travailler dessus. Donc, extraire, isoler, purifier, pour nous, ça va être synonyme. Vous verrez que des fois, on va faire des subtilités sur ces 3 termes. Mais là, dans un intitulé général, l'idée est la même, c'est de pouvoir avoir un tube avec les acides nucléiques dedans, exclusivement. Donc, on va voir des techniques qui sont basées sur l'extraction d'ADN chromosomique, d'ADN plasmidique et d'ARN. On va revenir bien sûr là-dessus. Là, c'est juste pour vous faire un petit panorama. Vous allez voir en fait que pour extraire ces différentes molécules, existe une technique spécifique de chacune de ces molécules. Et donc, le but du jeu, là, ça va être d'être capable d'avoir en tête un petit éventail de techniques pour pouvoir réaliser cette extraction d'ADN ou d'ARN. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va les extraire? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Vous vous doutez bien, les techniques qu'on va voir vont fluctuer, seront plus ou moins adaptées au contexte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir face à vous un tissu, du sang, des cellules en culture, des cellules végétales, qui sont des cellules aussi caryotes, mais qui peuvent être un peu particulières, parce que vous savez qu'elles ont une proie.
Vous pouvez avoir des coupes histologiques, c'est-à-dire des coupes de tissus qui ont été réalisées. Vous pouvez avoir face à vous des virus, des bactéries, ou alors ce qu'on appelle encore un échantillon cellulaire, c'est-à-dire un échantillon où il n'y a pas de cellules et pourtant il y a des acides nucléiques dedans, il y a de l'ADN ou de l'ARN. Alors là, de manière peut-être un peu étonnante pour vous, dites-vous que dans les urines, on peut trouver de l'ADN, par exemple. C'est un exemple. Il faut imaginer aussi dans des excréments aussi, on peut trouver de l'ADN. Donc il y a donc ce qu'on appelle des échantillons dits acellulaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cellules, où on peut aussi essayer d'extraire, à partir desquelles on peut essayer d'extraire aussi de l'ADN ou de l'ARN, enfin plutôt de l'ADN. Parce que comme on va le voir, l'ARN est peu stable dans des échantillons acellulaires. Donc les acides nucléiques qui vont nous intéresser, ADN chromosomique, ADN dit plasmidique, ARN. Et donc les ARN, vous voyez qu'on a écrit ARN en général avec un S ou des ARN M, des ARN messagers. On va revenir sur cette subtilité. Donc, suivant les échantillons auxquels vous aurez affaire et suivant l'acide nucléique que vous allez devoir extraire, il va y avoir des méthodes différentes. Il y a des méthodes qui seront optimales pour certains systèmes, d'autres pas. Et donc, parfois, quand vous n'avez pas la technique optimale, il va falloir trouver un compromis pour optimiser votre système. Alors ça, c'est des problématiques de chercheurs. Hein. Vous allez avoir en général des protocoles bien balisés. Et de manière en fait très importante, parce que vous allez tous faire de la pratique un jour dans un contexte professionnel, eh bien, dites-vous bien que nous, ce qu'on va voir, c'est des principes physico-chimiques. On va voir la théorie et en fait des concepts généraux. Autrement dit, quand vous allez vous retrouver dans le monde professionnel, souvent vous allez avoir affaire à ce qu'on appelle c'est-à-dire un ensemble de solutions. Vous connaîtrez vraiment la composition, ou en tout cas pas la composition exacte. C'est des choses qui sont vendues commercialement. Et chacun de ces kits aura une succession d'étapes. Et si vous ne connaissez pas, vous, avant la théorie de l'extraction de l'ADN ou de l'ARN, eh bien, en fait, vous ne saurez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous serez en train de suivre bêtement le protocole d'une boîte commerciale qui vous a vendu un kit. Un kit, hein, c'est un ensemble de solutions, un ensemble de tampons, par exemple, pour extraire de l'ADN. Et vous allez voir, en fait, avec ce cours, les fondements, en fait, du contenu de ces solutions, et donc l'enchaînement logique, en fait, qui doit être réalisé et qui correspondra, en fait, à ces fameux kits et aux protocoles commerciaux que vous pourrez retrouver dans le monde professionnel. Alors, à quoi ça sert en général d'extraire des acides nucléiques? Eh ben, ça, je vais répondre à cette question en détail dans les cours suivants. Vous verrez qu'en fait, il est très important d'avoir des acides nucléiques purs, le plus purs possible, pour pouvoir les manipuler et les analyser. C'est la première étape fondamentale. Et donc, on va voir à la fin de ce cours quelques critères qualitatifs et quantitatifs pour pouvoir envisager des applications de biologie moléculaire. Donc là, je suis très, très général. Cette diapositive qui est assez moche, elle est juste là pour vous rappeler quelques généralités sur l'ADN. Attention, l'ADN, on retrouve sûr dans les bactéries, qu'on peut appeler par ailleurs eucaryotes, mais on parle de bactéries. Bien sûr, vous avez ce qu'on appelle l'ADN chromosomique dans les bactéries. Vous savez qu'il existe aussi ce qu'on appelle l'ADN plasmidique. Lui est un petit ADN circulaire, beaucoup plus petit que l'ADN chromosomique. Il existe aussi d'autres ADN dans les bactéries qu'on peut appeler, qui sont circulaires, comme l'épisome F. Je ne parlerai plus du tout à partir de maintenant, qui est vraiment mineur dans notre problématique. Donc, pour les bactéries, gardez en tête ADN chromosomique, plasmide, ADN plasmidique. Chez les eucaryotes, on va retrouver bien sûr l'ADN qui se trouve dans le noyau, donc l'ADN qui se trouve dans le noyau, les fameux chromosomes. Hein. Cet ADN est sous forme de chromosomes. On parlera d'ADN chromosomique. Vous savez qu'il existe aussi de l'ADN dans les mitochondries. Donc, il y a un ADN circulaire qui est dans les mitochondries. Enfin, si on a affaire à une cellule végétale, on va retrouver aussi de l'ADN dans des structures qu'on appelle les chloroplastes. Donc, vous avez affaire à des cellules eucaryotes végétales, c'est à l'ADN qui est dans les chloroplastes. Sinon, dans les cellules eucaryotes animales, eh bien, c'est l'ADN du noyau et l'ADN des mitochondries. Donc là, c'est le minimum du minimum à avoir en tête, ce qui est de l'ADN. La première question donc, qu'on peut se poser, c'est quoi extraire et purifier de l'ADN? Vous voyez en haut de mon écran, à gauche, je vous mets le plan qu'on va suivre ensemble. Donc ça doit vous faire votre repère. Donc en haut à gauche, vous voyez le plan qu'on va suivre dans cette première grande partie sur l'extraction-purification des acides nucléiques. On va s'intéresser d'abord à l'ADN, puis à l'ARN.
Donc, l'extraction d'ADN, c'est ce qui va nous intéresser dans un premier temps. On va se focaliser sur cette extraction d'ADN. Et bien sûr, l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un cours entier là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à réfléchir comment extraire de l'ADN? Alors là, on va faire appel à différentes choses que vous connaissez tous. Pouvoir purifier l'ADN, ça va nous aider, dans un second temps, à identifier un organisme. Exemple, vous avez besoin de purifier l'ADN d'un organisme pour pouvoir voir s'il est présent. Donc, vous avez besoin de l'identifier. Alors, ça va marcher pour des bactéries, pour des virus, par exemple. Un autre exemple, citoyen, vous avez ici la problématique des tests de paternité. Vous avez besoin d'extraire dans un premier temps l'ADN pour pouvoir faire un test de paternité. En écologie microbienne, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des microbiomes. En ce moment, on s'intéresse beaucoup aux populations de bactéries qui sont dans vos intestins, sur votre peau. Il y a plein de cosmétiques maintenant qui sont adaptés à votre microbiome bactérien au niveau de la peau. Bref, connaître les micro-organismes qui sont dans vos intestins ou sur votre peau, par exemple, ça va pouvoir se faire que si vous avez extrait l'ADN de ces micro-organismes dans un premier temps. Vous savez aussi que, bien sûr, quand on retrouve des ossements ou des fossiles, on va s'intéresser à l'identification de ces fossiles via l'ADN, et ça va permettre notamment de dater des ancêtres communs aux hominidés ou aux grands singes, par exemple. Enfin, pour ce qui est de la police scientifique, vous savez que des traces ADN, on essaye de les récupérer, on essaye d'en récupérer le plus possible d'ADN, donc il faut l'extraire et le purifier dès qu'on peut en trouver pour pouvoir identifier des suspects ou des victimes sur des scènes de crime. Donc extraire, purifier l'ADN, c'est fondamental pour identifier un organisme dans plein de contextes très différents. De manière un peu plus précise, quand vous avez l'ADN, vous pouvez chercher cette fois à une mutation particulière, c'est-à-dire une modification en particulier sur cet ADN. Donc, il faut l'avoir extrait et purifié au préalable. Pensez à tout ce qui est diagnostic prénatal, essayer d'identifier des pathologies déjà au sein d'un fœtus. Pensez aussi à la caractérisation de certains cancers. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cancer. On caractérise un cancer parfois par les mutations observées dans le génome. Pour ça aussi, il faut avoir extrait, purifié l'ADN. Globalement, en recherche, pour tous ceux qui feront un stage dans un laboratoire de recherche, pour étudier un gène ou un ensemble de gènes, purifier et extraire l'ADN, c'est un préalable à toute étude de gène. De manière un peu plus complexe, on en parlera dans la suite de ce cours, avec les cours sur l'ADN recombinant, on peut extraire, purifier l'ADN pour aussi modifier un organisme, modifier cet ADN. Et donc là, on est dans les problématiques, par exemple, de thérapie génique dans le monde médical, mais aussi dans la problématique des organismes génétiquement modifiés, plus globalement en agronomie. Donc là, cette fois, on va extraire l'ADN pour pouvoir le modifier. Alors, bien sûr, on peut aussi s'amuser avec l'ADN pour des raisons un peu plus rigolotes. Donc là, je vous renvoie à 2-3 bricoles cinématographiques. Jurassic Park, rappelez-vous qu'on fabrique des dinosaures parce que des traces d'ADN ont été isolées dans de l'ambre. Bien sûr, on peut aussi purifier et extraire de l'ADN pour gagner un peu d'argent en vendant des cosmétiques. Ici, par exemple, vous voyez, enrichi en ADN végétal. On ne sait pas trop à quoi ça sert dans la crème, mais bon, ça peut être une autre opportunité, un autre intérêt à extraire, purifier de l'ADN. Alors, pour extraire l'ADN, on va s'intéresser d'abord à la problématique de l'ADN chromosomique. L'ADN chromosomique, on retrouve dans les bactéries, mais aussi dans les cellules eucaryotes. La première chose qu'on va voir, donc, c'est ces fameuses 3 étapes clés nécessaires à l'extraction d'ADN chromosomique. Vous voyez qu'il y a 3 étapes, la lyse, l'extraction à proprement parler et la précipitation. C'est ces 3 étapes qu'on va détailler dans la suite de ce cours. Donc, la première étape, on est dans l'extraction d'ADN et dans l'extraction d'ADN chromosomique. Là, vous êtes encore vivant, encore là. Je vais essayer de le tester dans pas longtemps.
Donc la première étape, c'est l'étape qu'on appelle l'étape de Lise. L'objectif de cette étape, ça va être, vous voyez, de rompre les membranes, les parois des cellules et de commencer à dénaturer le complexe nucléoprotéique pour libérer l'ADN du milieu intracellulaire. L'ADN, il est dans les cellules, il faut le faire sortir. L'ADN est associé à un certain nombre de protéines. Rappelez-vous ce qu'on appelle les histones. Ce sont des protéines associées à l'ADN et qui permettent l'enroulement de l'ADN pour former les chromosomes. Donc, on va s'intéresser donc à la rupture des membranes dans un premier temps des cellules eucaryotes. Donc, pensez à une cellule eucaryote. Donc, vous avez tous en tête une cellule eucaryote. Je veux extraire de l'ADN chromosomique d'une cellule eucaryote. La question que je vais vous poser. Si je veux extraire l'ADN d'une cellule eucaryote, combien j'ai de membranes à rompre? Je viens de lancer un petit sondage. Je vous laisse y répondre. Alors, plus exactement, vous voyez, la question, c'est combien de bicouches lipédiques faut-il rompre dans le cas d'une cellule eucaryote pour libérer l'ADN? Alors, je suis dans une cellule eucaryote animale. La première réponse est très tentante. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une fake news, en fait. La bicouche lipidique, ça n'existe pas. Voilà. J'en parlais avec Donald hier. Il m'a dit non, ça n'existe pas. C'est pas possible. Bon, alors du coup, il a bu du H2O2 et il allait mieux. Alors, on ne prend pas en compte les mythos. Là, je m'intéresse que à l'ADN chromosomique qui est forcément dans le noyau. Eh oui, dans le noyau. Donc, combien de bicouches lipidiques faut-il rompre dans le cas d'une cellule eucaryote pour libérer l'ADN? Alors, je vais bientôt clore le sondage. Vous êtes encore que la moitié. Je vous laisse finir de voter. Bon, on ne peut pas retourner sur le sondage, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez mal coché, ce n'est pas dramatique. C'est pas grave. Vous serez moins étonné du coup. Eh oui, membrane plasmique plus enveloppe nucléaire, du coup. Alors, attention. Je vais clore le sondage dans quelques instants. Il n'y a pas de paroi. Là, on est sur des cellules eucaryotes animales, pas de paroi végétale. Donc, je suis sur... Alors, attention, de toute façon, la paroi végétale, elle n'est pas composée d'une bicouche lipidique. Hein. Faites attention à ça. Donc, je suis sur une cellule animale classique. Combien de bicouches lipidiques dois-je rompre pour libérer l'ADN, qui est donc effectivement dans le noyau? Et je vais clore dans, allez, 3 secondes. 1, 2, 3. Pourquoi ça a sauté? Vous êtes encore là? Quelqu'un est encore là? Oui. Ah bon, c'est bon, alors c'est juste mon truc qui a sauté. Ok, parfait, ça c'est plus grave. Ok, donc je vais arrêter le sondage. Erreur, apparemment, c'est pas très grave. Je vais vous lire directement le sondage. Donc, vous avez 54% d'entre vous qui ont répondu 2 bicouches lipidiques. 3% qui ont répondu aucune. Merci. Alors, le RE, il est un peu avant. Hein. Mais vous avez raison, il est dans le continuum avec l'enveloppe nucléaire. 20% seulement, 17%... Non, toujours pas. Okay. Donc, grosso modo, 54% d'entre vous répondent 2, 17% 3 et 7% 4. Plus de 4, 1%. Bref. Alors, je vais arrêter ce sondage. La bonne réponse, bien sûr, est 1. Ah ouais, non, je ne pouvais pas l'afficher, désolé. S'il y a deux personnes qui m'ont dit, hein, ouais. Ouais, je suis désolé, il y a eu un petit blocage. Je sais pas, ma session a un tout petit peu sauté. Je ne pouvais pas vous l'afficher. J'essaierai de vous afficher, bien sûr, le résultat des autres la prochaine fois. Grosso modo, 54% de réponse est 2, 17% 3 et 4 pour à peu près 7%. Donc, ouais, la réponse, c'est bien 3. Bien 3 parce qu'effectivement, vous avez la bicouche lipidique de la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire. N'oubliez pas que c'est une double bicouche lipidique que je vous ai symbolisée ici.
Donc, membrane plasmique, enveloppe nucléaire, c'est une double bicouche lipidique. Donc attention à ça. Donc là, on voit que, ici je vous ai schématisé la bicouche lipidique que vous connaissez par cœur. Cette bicouche lipidique, elle concerne ici la membrane plasmique, mais aussi 2 fois l'enveloppe nucléaire. Donc félicitations à ceux qui ont répondu 3. Alors, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué pour ceux qui se sont posé la question du réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, il est en continuum en fait avec l'enveloppe nucléaire, que je n'ai pas représenté ici, mais ça ne rajoute pas en fait de couches, de bicouches lipidiques vis-à-vis directement du noyau. Alors, pour continuer là-dessus, maintenant on va comparer ça aux bactéries. Alors les bactéries, exemple, vous voyez que l'ADN chromosomique n'est pas inclus dans un noyau. Vous savez ce qui distingue fondamentalement les cellules eucaryotes des cellules prokaryotes, ou les cellules bactériennes en tout cas. Il est libre, entre guillemets, dans le cytosol bactérien. Et en fait, tout l'espace qui est occupé par l'ADN chromosomique bactérien, on appelle ça le nucléoïde. Le nucléoïde, c'est l'espace qui est occupé par le matériel génétique bactérien. Le matériel génétique chez les eucaryotes dans le noyau, le matériel génétique chez les bactéries n'est pas inclus dans une structure qui est délimitée par une membrane et dans une espèce de zone complètement, qui est dans une zone, dans une région régulière, qu'on appelle le nucléoïde. Donc là, vous avez la paroi bactérienne et ici la membrane plasmique. Du nucléaire, alors il n'y a pas de def, hein, chez les nucléoïde. Donc, je rappelle, chez les eucaryotes, on a affaire à un noyau qui a une enveloppe qui est composée d'une double couche lipidique. Chez les bactéries, en fait, on a un noyau, l'ensemble du matériel génétique regroupé, l'ensemble de l'ADN chromosomique est regroupé dans une structure qu'on appelle le nucléoïde. Vous voyez, c'est où l'ADN chromosomique bactérien, il occupe une région assez irrégulière, qu'on appelle le nucléoïde. Donc c'est la région occupée par l'ADN chromosomique bactérien. Là, on a fait un petit zoom sur chacune des membranes. Donc vous voyez que dans le cas de la membrane bactérienne, eh bien, au-dessus de la bicouche lipidique, par exemple, ici on a affaire à ce qu'on appelle une bactérie gram-positive, où vous avez une couche, une paroi qui est composée de peptidoglycanes, donc une protéine, donc c'est une protéine associée à des sucres, donc qui compose cette paroi. Donc vous voyez de suite que pour rompre les bicouches lipidiques ou pour rompre par exemple la paroi d'une bactérie, on ne va pas exactement utiliser la même stratégie, parce qu'il y aura ici par exemple une protection supplémentaire. Ici, chez les eucaryotes, au contraire, la protection sera à l'intérieur de la cellule, puisqu'il y a cette enveloppe nucléaire. Ça, c'est important à avoir en tête. C'est juste pour insister sur le fait qu'en fonction des organismes auxquels vous avez affaire, rompre les membranes, pour liser les membranes, eh bien, il faudra prendre en compte l'existence d'une paroi. Des fois, ces parois seront très difficiles à casser, et donc on utilisera des stratégies un peu violentes. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la lise à proprement parler. Donc, la lise, elle peut se faire de différentes manières. Donc, on parle de lise physique. Vous utilisez un processus physique pour casser ces membranes. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle la presse de French. Vous voyez que ici, en vert, vous avez votre échantillon qui contient vos cellules, et vous allez appliquer avec un piston de pression, au sens de la flèche. Ça va comprimer en fait vos cellules, qui vont ici être brisées. Leur enveloppe leurs poids vont être brisés, enveloppe, membrane vont être brisées sous l'effet de la pression. Vous allez récupérer ici un espèce de jus de cellule, un extrait de cellule en bas de votre presse de French. Donc ça, c'est une lise dite physique. Une autre lise dite physique, c'est mélanger vos cellules avec des petites billes de verre, et après vous les mélangez fortement. Ces micro-billes de verre vont venir casser les membranes et les parois des cellules. Donc, beaucoup plus solides que vos cellules. Quand vous allez les mélanger avec vos cellules, elles vont donc casser les membranes et les parois. Donc ça, c'est aussi une lise physique. Troisième lise physique, c'est ce qu'on appelle la sonication. Là, vous appliquez en fait des ultrasons à vos cellules. Les ultrasons vont déstabiliser les membranes, notamment via un effet thermique. En fait, les ultrasons vont localement provoquer un effet thermique, vont augmenter la chaleur localement, ce qui va déstabiliser les membranes. La sonication, c'est l'application d'ultrasons. On peut aussi faire ce qu'on appelle une lise chimique, utiliser un processus physico-chimique pour casser les membranes. Cette fois, on peut faire un choc osmotique ou un choc atomique.
tonique. Je vous renvoie à vos cours de lycée. Normalement, vous devez tous savoir ce que c'est. Donc, un choc osmotique ou un choc atomique. On peut utiliser un détergent. Donc, rappelez-vous, les membranes, elles sont composées de phospholipides, par exemple, pour les membranes plasmiques. Donc, la bicouche lipidique est composée de phospholipides. Eh bien, si vous rajoutez des détergents, des propriétés en fait qui sont à la fois chargées et hydrophobes, eh bien ces détergents vont pouvoir déstabiliser complètement les membranes en se mélangeant aux lipides de ces membranes et séquestrés dans des micelles, donc vont complètement déstabiliser vos cellules et casser les membranes. Donc ça, c'est avec des détergents. Le nom de détergents à retenir, parce que vous allez les retrouver souvent en biologie moléculaire, le SDS, le sodium dodécyl sulfate. Je l'ai écrit un peu plus loin dans le cours, donc si vous ne l'avez pas maintenant, c'est pas grave. Notez déjà SDS. Donc le SDS, et, le Twin 20, c'est un autre détergent très utilisé en biologie moléculaire. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des agents chaotropiques. Chaotropiques, ça signifie juste que c'est des agents dénaturants, c'est-à-dire qui vont faire perdre la structure tridimensionnelle aux molécules, notamment ici aux protéines et aux acides nucléiques. Donc, les agents chaotropiques, c'est des agents dits dénaturants, qui vont perdre leur structure tridimensionnelle aux acides nucléiques et aux protéines. Un exemple d'agent chaotropique, c'est le thiocyanate de guanidine. Donc, agent chaotropique, un agent dénaturant, il fait la structure tridimensionnelle aux protéines et aux acides nucléiques. Enfin, on peut aussi utiliser en fait des enzymes pour briser les membranes. Donc, deux exemples. Ici, le lysozyme. Et vous voyez que, par exemple, le lysozyme, c'est un nom d'enzyme. Donc, c'est une protéine. Attention, les enzymes sont des protéines. Donc, le lysozyme, c'est une protéine qui va être capable, en fait, de cliver le peptidoglycane. Vous voyez que, du coup, il va être capable de passer au roi des bactéries Gram+, qu'on a vu juste avant. Permettre de détruire cette défense qu'a la bactérie Gram+, donc va faciliter la lyse cellulaire. Protéinase K, qui est aussi une enzyme qui est utilisée pour liser les cellules et donc couplée à un détergent. Alors, il n'y a pas un tiret là, désolé, je ne sais pas pourquoi il y a un tiret. C'est une protéase acérine, donc une protéase, c'est-à-dire qu'elle va couper, elle va cliver des protéines et elle va permettre donc de digérer les protéines membranaires et donc déstabiliser les membranes. Hein, je vous rappelle que les membranes, ça vous l'avez beaucoup vu en BI 202, hein. Je pense que réviser votre BI 202, c'est pas inintéressant. Vous avez vos membranes, vos bicouches lipidiques hein, sont composées à la fois de phospholipides, mais aussi de protéines. Alors, on passe ensuite à ce qu'on va appeler l'extraction proprement parlée, hein, l'extraction proprement dite. Alors là, on vient de casser les cellules, on vient de briser les membranes. Alors, je redis pour les agents chaotropiques, je reviens dessus. Les agents chaotropiques, ce sont des agents dénaturants. Dénaturants, ça veut dire qu'ils font perdre aux molécules leur structure tridimensionnelle. Avec une protéine, ça a une structure tridimensionnelle. L'ADN aussi est structuré dans l'espace. Et donc, quand vous mettez un agent chaotropique, vous dénaturez les protéines et les acides nucléiques. Vous leur faites perdre leur structure tridimensionnelle. Donc, la deuxième grande étape, c'est l'extraction, à proprement parler. Donc, vous avez un espèce de bouillasse de cellules. Vous venez de casser toutes les membranes. Vous avez un mélange d'ADN, de protéines, de lipides, de sucre, de tout ce que vous voulez. Et maintenant, il va falloir extraire vos acides nucléiques et surtout, il va falloir distinguer vos acides nucléiques des protéines. Les acides nucléiques et les protéines, enfin, l'ADN et les protéines, c'est ce qu'il y a le plus dans vos cellules. Et il va falloir séparer les protéines de vos acides nucléiques, de votre ADN. Alors, comment faire ça? Là, pareil, il existe plusieurs techniques. Je vais vous en décrire un certain nombre. Il en existe d'autres. Le plus important, c'est de comprendre le principe de chacune d'entre elles. La première technique très utilisée, mais qui a un gros inconvénient, qu'elle utilise du phénol, donc l'extraction au phénol. Alors, le phénol, c'est une molécule organique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Le phénol, il a la propriété. Alors, du coup, quand vous parlez des acides nucléiques, on parle que de l'ADN puisque l'ARN est instable. Alors, dans cette partie, je parle que de l'ADN. Ouais, je parle que de l'ADN. On est sur des techniques principalement ici associées à l'ADN. Ouais.
Pour l'instant, l'ARN est instable. Ouais, en fait, l'ARN est beaucoup plus fragile que l'ADN. Et donc, cet ARN, on a une partie, vous voyez, dans le plan qui est juste après. On parlera spécifiquement de l'ARN. Pour l'instant, on est sur de l'ADN chromosomique, qui est quelque chose d'assez robuste. Donc, on peut lui faire subir des tonnes de choses un peu violentes. Donc, pour maintenant extraire donc, cet ADN, le premier exemple, c'est l'extraction au phénol. Donc, le phénol, il permet de précipiter les protéines, donc de distinguer protéines acides nucléiques. On dit que le phénol, c'est un agent dit protéinisant. Il va permettre d'éliminer les protéines. En fait, dissocier les protéines des acides nucléiques. Alors là, vous avez le petit protocole qui est suivi. Tout simplement, vous allez voir, c'est tout simple. Vous avez votre mélange initial, ici, votre lysat cellulaire. Vous avez un mélange d'acides nucléiques et de protéines. C'est ce que vous venez de lyser vos cellules. Ce que vous faites, c'est que vous allez rajouter donc du phénol. Alors le chloroforme, là, vous pouvez l'oublier aujourd'hui, mais donc le plus important aujourd'hui, c'est le phénol. Donc, quand vous rajoutez du phénol, vous allez voir qu'il y a deux phases qui vont se former, une phase dite organique et une phase aqueuse. Le phénol ne va pas se mélanger avec la phase aqueuse. La phase aqueuse, c'est celle qui contient les acides nucléiques. Les acides nucléiques sont solubles dans l'eau, donc insolubles dans le phénol. Donc, si vous rajoutez du phénol, vous avez cette phase organique ici de phénol qui est là, la phase aqueuse qui contient les acides nucléiques qui est au-dessus. Vous mélangez les deux. Alors, vous les mélangez via un vortex. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous verrez ça en P, vous inquiétez pas. Vous allez vortexer. Grosso modo, c'est un petit appareil de laboratoire qui vous permet de mélanger le contenu d'un tube de manière un peu violente. Et ensuite, vous allez récupérer la chose suivante. Vous allez avoir, après une centrifugation, donc là, vous faites une centrifugation à 10 000 G. C'est juste la vitesse de centrifugation. Ici, il faut écrire centrifugation, j'ai oublié de l'écrire. Il y a 17, il faut écrire centrifugation. Donc on centrifuge ensuite. Suite à la centrifugation, vous allez avoir une phase aqueuse encore au-dessus, qui contient vos acides nucléiques, donc ici l'ADN, et ici avoir une espèce d'interface blanchâtre, qui contient une protéine, ici le phénol. Donc après vous allez récupérer du coup la phase supérieure, qui contient vos acides nucléiques, sans prendre une espèce d'interface qui contient toutes les protéines et qui est très blanchâtre, que vous pas ratez. Voilà. Donc là, vous allez vous débarrasser de protéines grâce à cette technique. Donc là, vous avez fait l'extraction au sens strict, en fait, de votre ADN du reste du mélange. Ça, c'est la première méthode. Une deuxième méthode s'appelle salting out, ou en français, technique de relargage, voire de précipitation. Là, pareil, il y a une coquille, précipitation, bien sûr, qui est écrit. Précipitation. Il faut lire précipitation. Cette technique, vous allez voir, elle est très très simple. Elle repose sur un principe tout bête. Je vais soumettre, mais je suis sûr que vous allez être brillant. Voilà, je ne vais pas mettre un sondage là. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais impossible de mettre fin au sondage. Juste, je vais. Bon, c'est pas grave. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous sonder comme je le souhaitais. Je vais vous le demander oralement. Mon sondage ne va pas se fermer. Petit problème technique. Donc, les questions que je voulais vous poser, elles sont toutes simples en fait. C'est comment est chargé l'ADN? Quelle est la charge de l'ADN? Est-ce que c'est une charge nulle, une charge positive ou une charge négative? Donc, vous me répondez moins, une sorte d'unanimité sur moins. Je n'ai pas de réponse. L'ADN n'existe pas. C'est un mythe. Non, personne ne me dit ça. Donc, j'en déduis que vous avez au moins des bases de biologie moléculaire. Ah, un mythe, là, quand même. Ouf, je suis rassuré. Ah, bon. Ah, d'accord. Ouf. J'ai eu peur. J'ai cru que plus de théorie du complot, trucs comme ça. Il n'est pas chargé. Donc, effectivement, l'ADN est chargé négativement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième question que je voulais vous poser à tous, c'est est-ce que vous savez ce qui donne cette charge négative à l'ADN? Oui, les Illuminati, ouais, c'est encore eux. Ouais. Est-ce que vous savez ce qui donne la charge négative à l'ADN? Pourquoi l'ADN est chargé négativement? Quelle partie de l'ADN est chargée négativement? Aïe, 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 les protéines, non, 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 non. L'ADN, c'est autre chose. Oui, le groupement phosphate, c'est pas les bases azotées. Attention, donc c'est le groupement phosphate. Groupement phosphate, donc là, je vous invite tous à reprendre votre petit béissant. C'est le groupement phosphate. Alors, pas le phosphore c'est un atome, c'est bien le groupement phosphate.
PO4 2- ou PO4 3-, suivant l'écriture. Donc, c'est votre groupement phosphate. Regardez bien dans le polydébéissant. Hein, donc, c'est le groupement phosphate qui donne cette charge négative à l'ADN. Donc, le plus important à avoir en tête ici, c'est que l'ADN est chargé négativement. Et vous allez voir que la technique est simple. Alors, la technique, en fait, elle repose sur l'ajout d'un sel. Alors, le sel en question qui va nous intéresser, ça va être l'acétate de sodium. Alors, il en existe d'autres qui sont utilisables, mais le plus important, c'est qu'il y ait des ions positifs, ici comme les ions sodium. L'acétate de sodium, couplé à l'éthanol, vous allez voir, va nous permettre d'isoler l'ADN. Alors, comment ? Vos molécules d'ADN, quand elles sont dans un tube et qu'elles sont en solution dans de l'eau, se repoussent les unes les autres parce qu'elles sont toutes chargées négativement. Donc, il y a une répulsion. Elles sont entre guillemets dissoutes dans l'eau, d'une certaine manière. Ouais. Si vous rajoutez de l'acétate de sodium, ce qui va se passer, vous rajoutez plein de charges positives. Ces charges positives vont pouvoir se fixer sur l'ADN. Donc les molécules d'ADN vont pouvoir se rapprocher les unes des autres. Mais ça, ce phénomène-là, il ne va pas se faire de manière très spectaculaire. Vous ne faites pas autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Eh bien, on va rajouter de l'éthanol dans la solution. Si vous rajoutez de l'éthanol, eh bien, l'ADN ne peut se dissoudre, n'est pas miscible dans l'éthanol. L'ADN est soluble dans l'eau, mais pas dans l'éthanol. Si vous rajoutez plein d'éthanol autour, eh bien, les molécules d'ADN, elles vont se regrouper, ne pourront plus se repousser à cause de leur charge, et en plus, autour, il y aura un environnement d'éthanol. Donc, ils vont pouvoir se regrouper. Alors en fait, vous faites quoi concrètement ? Vous rajoutez de l'éthanol qui est très froid, donc c'est encore moins miscible dans de l'éthanol froid, les acides nucléiques. Vous incubez ça un certain temps, alors, vous voyez à moins 20 degrés par exemple. Et après, vous faites une centrifugation. Donc, suite à cette centrifugation, vous verrez au fond de votre tube un petit culot blanc qui sera votre ADN qui aura précipité, qui sera donc isolé du reste de la solution. Ça vous permet donc d'extraire l'ADN. C'est une technique qu'on utilise aussi des fois pour purifier l'ADN à proprement parler. Ça, c'est un détail. Gardez en tête donc, cette idée de salting out. Vous rajoutez des sels qui vont permettre à ces molécules d'ADN de se rapprocher. Vous les mettez dans un environnement où elles sont solubles, l'éthanol. On peut faire aussi avec de l'isopropanol. C'est un autre alcool utilisable. L'isopropanol, ça marche aussi très bien. Donc ça permet donc d'isoler votre ADN. Troisième technique, c'est ce qu'on appelle les centrifugations sur gradient de chlorure de sodium. Oui. Vous pouvez revenir à la slide d'avant, s'il vous plaît ? Bien sûr. Slide d'avant, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous voyez le schéma, ça représente que la première étape ? Alors, le schéma, le schéma, en fait, il représente l'étape 1, c'est l'ajout d'acétate de sodium. Donc ça, c'est effectivement que la première étape. Après, ce que vous faites, c'est que vous vortexez. Donc ça, c'est pour bien tout mélanger, bien homogénéiser, si vous voulez, le sel dans l'ensemble de la solution, que les ions sodium puissent bien aller sur toutes les molécules d'ADN. Après, vous incubez au froid dans de l'éthanol. En fait, vous avez... Alors, là, en fait, oui, vous avez raison, il y a une petite incohérence. Ici, l'éthanol, je l'ai mis dès le début. Et là, je ne vous l'ai pas mis, mais en fait, on peut les ajouter en même temps, l'acétate et l'éthanol. Ajouter avant ou après l'éthanol. D'accord, merci. Voilà. Le but du jeu, c'est ça, hein, c'est un sel, plus de l'éthanol, et incubation au froid. Ça précipite, après la centrifugation, vous aurez un précipité d'ADN. Et monsieur, l'éthanol, il sert à quoi ? À regrouper l'ADN ? Ouais, il sert à regrouper effectivement les molécules. Il favorise le regroupement des molécules d'ADN parce que l'ADN n'est pas soluble dans l'éthanol. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Donc l'ADN est insoluble dans l'éthanol. Vous ferez cette expérience en TP. Hein. Vous allez faire une partie de cette expérience en TP. Donc, la technique suivante, c'est... Donc on est toujours dans extraire l'ADN. Hein. On a notre LISA de cellules et on veut extraire l'ADN. Donc on peut faire aussi ce qu'on appelle une centrifugation sur gradient de chlorure de césium. Alors là, c'est molécule particulière, donc un sel particulier, le chlorure de césium, l'ion césium, TS. Mais le ergo. Là, je ne suis pas. Et le sel qui permet. Ah, pardon,
dans l'étape précédente, alors dans l'étape précédente, ici, c'est les deux en fait. C'est à la fois le sel, donc j'aurais dû mettre éthanol ici avec le sel. En fait, c'est les deux. Le sel, en enlevant les charges négatives, eh bien, permet le rapprochement, mais ce rapprochement, il n'est pas suffisant. Pour favoriser ce rapprochement, ce que vous faites, c'est que vous mettez un environnement d'éthanol. Ça, l'ADN n'est pas soluble dans l'éthanol. L'effet sel plus éthanol, c'est ça qui permet le regroupement. C'est les deux. C'est les deux molécules. Acétate, sodium plus éthanol. Pour ce qui est du chlorure de césium, l'idée est la suivante. Vous avez un tube, schématisé ici en noir, pour lequel vous avez fait un gradient de chlorure de césium. Alors ça veut dire quoi un gradient de chlorure de césium? Ici, vous avez mis différentes concentrations de chlorure de césium. Alors, comment savoir quelle méthode choisir? Donc déjà pour répondre à ça, vous verrez, ça dépendra en fait de votre contexte. Je ne vais pas vous apprendre à choisir à proprement parler aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez ces méthodes en tête. Et vous verrez que ça dépendra. Des fois, certaines méthodes sont utilisables de manière interchangeable, d'autres pas. Ça va dépendre de ce que je vous disais au début, de vos cellules de départ, de votre acide nucléique. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas vous apprendre à choisir, moi, dans ce cours. Je vous les présente et je veux juste que vous les compreniez. Voilà. Donc, je ne peux pas vous apprendre ça. Mais quand vous ferez des stages, vous verrez, on vous expliquera pourquoi ça et pas une autre chose. Alors ici, vous allez avoir donc un gradient de chlorure de césium, c'est-à-dire que vous avez un tube. Chaque étage, vous voyez, symbolisé par chaque couleur, vous avez une concentration différente de chlorure de césium. Autrement dit, ici, c'est très dense au fond du tube. Au plus vous allez vers la surface, au moins la concentration en chlorure de césium est importante. On a fait différents étages de concentration. Alors, c'est tout à fait possible avec le chlorure de césium. Ça peut vous sembler un petit peu particulier. Autrement dit, vous avez des densités différentes en chlorure de césium, chaque étage. Ce que vous allez faire, ce tube, c'est que vous allez déposer votre mélange d'acide nucléique et de protéines. Je vous rappelle, vous avez tout mélangé dans un tube. Vous avez une espèce de goubli-goubla de protéines et d'acide nucléique. Déposez votre mélange en haut du tube, au-dessus du gradient. Vous centrifugez. Ça symbolise une centrifugation. La fin de la centrifugation, que vous allez retrouver les différents étages, c'est la chose suivante. Les ARN à région la plus dense, les ADN plasmidiques ici, les ADN dits linéaires ici, et les protéines en surface. Vous retrouverez les protéines dans les régions de concentration les plus faibles, et les acides nucléiques dans les régions de concentration les plus fortes, avec, vous voyez ici, un gradient suivant la nature de l'ADN. Alors, comment on fait pour éviter le mélange du césium dans le tube? Ils n'ont pas la même densité, tout à fait, ouais. Alors, c'est pas du tout comme un Western blot, c'est pas du tout une migration sous un champ électrique, donc oubliez. Alors, c'est pas une chromatographie, c'est une centrifugation sur gradient. Je vous parlerai de chromatographie juste après, vous allez voir. Surtout, certaines de ces techniques, vous verrez, dans le contexte des protéines, on en reparlera. Donc, oubliez la chromatographie, on va en parler juste après. Oubliez le Western blot, ça n'a rien à voir, on verra ça plus tard. Donc, le plus important, c'est vous avez des densités différentes. Alors ça, imaginez vraiment que vous avez coulé d'abord celui-ci, le plus dense. Après, par-dessus, vous avez une solution moins dense, une autre plus dense, un peu moins dense, encore un peu moins dense, un peu moins dense. Donc, vous avez fait des étages, en fait. Vous avez fait des étages de densité. Après la centrifugation, bien, cette densité, il va y avoir ce gradient de densité, c'est-à-dire que les éléments les plus denses vont être ici répartis dans votre tube. Densité ou concentration? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, vous voyez, je vais un peu botter en touche aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais aller un peu plus vite sur cette partie-là, parce qu'en fait, on va la revoir. Le gradient est proportionnel à la densité. Alors, en fait, c'est un gradient de densité. Et le gradient de densité, c'est un gradient de densité, c'est-à-dire qu'il y a des densités de plus en plus importantes. Et ce gradient de densité, il est fait grâce à des concentrations variables de chlorure de césium. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, il y a un gradient de densité.
il est réalisé grâce à des concentrations variables de chlorure de césium. Je vais abréger un tout petit peu là-dessus. Donc, c'est concentration, non. Donc, c'est la concentration de chlorure de césium qui permet de définir des densités différentes. Ouais. Monsieur? Ouais. Ça veut dire qu'il y a plus de chlorure de césium dans l'ARN. Après, c'est l'ADN plasmadique super enroulé, et après, etc. C'est ça? En fait, c'est juste les densités qui sont différentes. En fait, vous allez vous retrouver avec des densités ici en chlorure de césium qui sont plus importantes qu'en surface. Et vos molécules, suivant leur densité à elles, leur densité propre, ne vont pas aller au même endroit suite à la centrifugation. Elles vont aller à l'endroit où... Ouais, les couleurs, c'est juste pour le schéma. Ouais. Elles vont se rapporter, en fait... elles vont migrer, en fait, si vous voulez, suite à la centrifugation, dans la zone de densité qui leur correspond. Je vais mettre fin à cette partie-là de suite. Vous voyez, j'appelle ça ici une centrifugation isopycnique. En fait, cette technique, on va la revoir avec les protéines. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de ne pas insister sur cette technique-là. Je vous la rappellerai quand on verra les protéines. On va voir un peu plus de détails sur les centrifugations. Je vais faire avancer un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur cette technique-là et vous comprendrez mieux quand je vous comparerai ça à d'autres centrifugations. Donc, ne vous inquiétez pas, on reviendra plus tard. Monsieur, juste, est-ce qu'on peut une dernière question? Parce que je vous ai posé dans le chat et vous m'avez pas répondu. Ah, je les ai pas vus, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Mais du coup, en fait, je comprends pas comment on peut garder un gradient de césium dans le tube alors qu'on va le centrifuger. Donc, normalement, c'est censé mélanger. Donc, Alors, il y aura plus de gradient. Justement, c'est une centrifugation. C'est pas un vous ne vortexez pas. Un vortex, vous mélangez tout ce qu'il y a dans le tube. Une centrifugation, ce qui se passe, c'est que quand vous déposez les choses en haut du tube, vous allez voir que la centrifugation, oui, c'est un peu compliqué à imaginer là. Je vous montrerai ça avec les protéines. Hein. La centrifugation, si vous voulez, il faut imaginer que le tube va se pencher et que ce qui est au-dessus va pénétrer dans le gradient, mais le gradient, lui, va pas être modifié. C'est-à-dire que les choses les plus lourdes vont rester au fond. La densité la plus importante va rester au fond. C'est peut-être un petit peu difficile à imaginer aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai plus tard. Vous pouvez mettre cette diapositive entre parenthèses pour l'instant dans votre tête, je vous en reparlerai plus tard. On comparera ça à d'autres, vous verrez c'est beaucoup plus simple en comparant à d'autres conditions. Donc ne vous inquiétez pas, on en reparlera. On avance un tout petit peu. C'est bien 10h50 hein, la fin du coup. Non, je me trompe 10h50. 50, merci. C'est comme l'huile et l'eau. Alors oui, les différences de densité, ouais, enfin, on verra ça plus tard, vous inquiétez pas. Donc parlons plutôt d'un truc dont vous avez un peu plus entendu parler, c'est les chromatographies. Alors, les chromatographies, ça sert aussi à extraire l'ADN. Et l'idée, c'est que dans une chromatographie, vous avez deux phases. Une phase ici liquide qui va contenir votre échantillon contenant l'acide nucléique et une phase solide qui correspondra soit à une résine de silice dans le cas des chromatographies d'adsorption, et à une résine échangeuse d'ions, le cas des chromatographies échangeuses d'ions. Alors, on va être un tout petit peu plus concret. Ici, vous avez un schéma d'une chromatographie échangeuse d'anions. L'ADN est chargé négativement, donc c'est un anion. Vous voyez, sur une chromatographie, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez ici avoir votre résine, votre phase mobile contient des charges positives. Donc c'est le trait noir que j'ai dessiné avec ces charges positives. Pour chaque charge positive, vous avez une charge négative qui est déjà présente. C'est-à-dire que votre chromatographie, votre colonne de chromatographie, elle contient déjà un atome négatif associé aux charges positives de votre résine. La résine est la phase immobile, la phase solide ici, chargée positivement. Vous avez une solution qui contient des ions chlorure, L-, qui sont accrochés dessus. Vous allez rajouter un échantillon qui contient de l'ADN. L'ADN étant chargé négativement, il va remplacer les ions chlorure. Donc il va se fixer sur ces charges positives. Vous allez faire un certain nombre de lavages pour éliminer tout ce que vous aviez dans votre extrait. Alors vous avez plein d'autres choses, vous n'avez pas que l'ADN. Le but du lavage, c'est d'éliminer tout ce qu'il y avait. Et à la fin, du coup, vous, ce que vous voulez, c'est récupérer votre ADN qui était fixé sur la colonne. Donc dans ce cas-là, vous allez faire ce qu'on appelle une élution. C'est-à-dire que vous allez remettre des charges négatives. Alors là, j'ai mis des ions chlorure pour faire simple. Et cette fois, vous allez pouvoir récupérer votre ADN. L'idée est la suivante. J'ai un mélange qui contient de l'ADN. Là, je ne vous ai pas dessiné toutes les impuretés qu'il peut y avoir avec. Ce sera peut-être plus simple si je le dessinais. Autour, il faut imaginer plein d'impuretés, plein d'autres choses.
L'ADN, lui, va se fixer sur la colonne parce qu'elle est chargée positivement. Les impuretés vont être lavées, vont être éliminées. Après, vous voulez récupérer l'ADN. Donc, ce que vous faites, c'est que vous remplacez bien les charges négatives de l'ADN par d'autres charges négatives. Et ça va décrocher l'ADN. Donc ici, il faut mettre énormément d'ion chlorure pour pouvoir détacher l'ADN. Là, on est sur une chromatographie échangeuse d'anions. Vous voyez, il y a cette histoire de charge. L'ADN, finalement, vient remplacer notre ion chargé négativement ou notre molécule chargée négativement. C'est la résine qui est chargée positivement, tout à fait. La résine, elle est chargée positivement sur la colonne. Et il y avait une solution qui contenait des ions chlorure qui étaient fixés dessus. Donc là, c'est ce qu'on appelle chromatographie échangeuse d'ions. Au moment de l'élution, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre un ion Cl-, indiqué ici. Donc, vous allez pouvoir récupérer l'ADN. Ouais. L'ADN, il va pouvoir être dilué, c'est-à-dire qu'il va pouvoir couler de la colonne. Il va pouvoir être éliminé de la colonne. C'est ça que vous allez récupérer. Alors, maintenant, je vais vous parler des chromatographies d'adsorption. Alors, il y a beaucoup de choses en commun avec la chromatographie échangeuse d'anions. Comme la chromatographie d'adsorption est très utilisée pour l'ADN, il faut que je la mentionne en tant que telle et que je vous montre au moins deux petites différences. Dans la chromatographie dite d'adsorption, c'est que sur votre colonne, donc, qui est ici, donc votre résine, votre surface, qui est en silice ou en magnétite, qui est faite de silice ou de magnétite par exemple, eh bien, c'est une surface un peu particulière qu'on va dire activée. La première chose, c'est une surface qui contient des charges. Elle a été activée. Alors, c'est un procédé physique qui permet l'activation de cette surface. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Mais ce qui est important à noter, c'est que vous voyez, il n'y a pas de charge négative associée à chacune de ces charges positives. Vous avez juste une surface positive. En plus, cette surface, elle contient des pores. C'est ce que j'ai essayé de dessiner là. Donc, si vous voulez, des petits renflements. Donc, autant de cavités pour augmenter la surface d'échange. C'est une surface qui contient des pores, pour augmenter la surface d'échange, qui a été dite activée, donc elle présente une charge positive. Sur cette surface, vous voyez que si vous appliquez un échantillon qui contient de l'ADN, comme tout à l'heure, il va pouvoir interagir avec sa surface via l'interaction ionique, charge négative, charge positive. Alors, deuxième nuance avec la chromatographie échangeuse d'ions, c'est que ça ne repose pas uniquement sur cette interaction plus-moins. D'autres interactions peuvent être importantes, des forces de Van der Waals ou des liaisons hydrogènes. Ici, je vous ai juste représenté encore une interaction plus-moins parce que c'est la plus facile à envisager, qu'elle existe effectivement, mais il existe d'autres interactions entre les deux. Donc la différence avec la précédente, je répète, si la surface est activée, c'est-à-dire qu'elle présente des charges plus, mais il n'y a pas de contre-ion, on dit de contre-ion, c'est-à-dire un ion qui interagit avec ses charges plus, pas d'ion négatif qui interagit déjà avec ses charges plus. La deuxième particularité, c'est l'augmentation de la surface par la présence de pores. Enfin, la troisième particularité, c'est l'existence d'autres interactions. Alors, ça sert à quoi d'augmenter la surface d'échange? Ça vous permet en fait de capturer plus d'ADN. Et que ici, vous pouvez en interagir ici. Si en plus vous avez des trous dans votre résine, eh bien, ça augmente l'endroit où l'ADN va pouvoir interagir. Augmente les endroits où vous pouvez retenir l'ADN. Et ouais, donc c'est plus efficace en termes de purification, rétention de vos ADN. Tout à fait. C'est plus efficace. Du point de vue surface de contact, ouais, beaucoup plus efficace. Après, ce qui va se passer, donc vous allez faire des lavages comme pour la première chromatographie. À terme, que vous allez faire une élution. Alors, là, vous voyez, cette fois, je ne vous rajoute pas un d'ion. C'est des liaisons hydrogènes et des liaisons quoi? Des liaisons de Van der Waals. Van der Waals. Je mets ça dans le... Vous avez peut-être déjà vu en physique. Des liaisons faibles, tout à fait. C'est des liaisons très faibles. Je viens de vous le mettre dans le chat, c'est des Van der Waals. Des liaisons de Van der Waals. Bon, c'est des liaisons faibles, retenez juste des liaisons faibles. Alors, l'autre différence, c'est, vous voyez la chose suivante. C'est l'histoire de la force ionique. Ici, alors je vais essayer de
finir à l'heure. Donc, il me reste 4 minutes, je vais essayer de finir. Donc, ici, vous voyez, c'est l'histoire de la force ionique. Autrement dit, le contenu en ion de la solution qui est dans la colonne. Si vous voulez que votre ADN s'accroche aux charges positives, donc vous mettez d'autres ions négatifs, vous ne mettez pas plein d'ions autour dans votre solution. Vous voulez favoriser cette interaction. Contre ici, vous voulez que l'ADN se décroche. Vous voulez que l'ADN soit remplacé par les ions chlorure. Donc vous allez mettre énormément d'ions. Il y a une forte force ionique ici au moment de l'élution pour la chromatographie échangeuse d'ions. Si c'est l'inverse, dans le cas de la chromatographie d'adsorption, c'est l'inverse. Alors pourquoi c'est l'inverse? Ici, il faut imaginer que, je vous ai dit, il y a des interactions faibles entre l'ADN et la surface activée. Ici, imaginez-vous plutôt dans une rame de métro à une heure d'affluence. Vous êtes tous comprimés les uns contre les autres. Vous êtes contre la barre au milieu de la rame de métro. Les gens autour de vous, c'est des ions. Donc, constitue une force ionique. Force ionique, pardon. Donc, ils vont vous plaquer contre la barre du métro. Donc, ils vont favoriser votre interaction avec la barre du métro. Ici, c'est la même chose. Quand il y a beaucoup d'ions, ça favorise l'interaction entre l'ADN et la surface. Contrario, si tout le monde descend à Châtelet, vous êtes tout seul dans la rame de métro, il y a la barre au milieu, vous pouvez aller vous asseoir, vous pouvez vous balader dans votre rame de métro, donc vous pouvez vous éloigner de votre barre de métro, et donc il y a moins de personnes autour de vous, donc on va faire l'analogie, il y a moins d'ions, donc il y a une force ionique beaucoup plus faible, donc là, l'ADN peut se détacher. C'est pas une compétition. La compétition, c'est quand vous avez une interaction, vous avez une relation d'affinité entre les deux. Là, oui, ou le Covid, ouais. Vous mettez le Covid, ouais, effectivement, vous dissociez les gens. C'est pas une compétition. Là, il faut imaginer, il y a plein d'ions ici qui plaquent la molécule d'ADN contre la résine. Quand tous ces ions partent, du coup, il n'y a plus de force qui est exercée sur l'ADN contre la résine, donc il peut s'éloigner. Alors, il y a vraiment de la compression où c'est pour l'image. Non, il y a vraiment de la compression au sens physique. Toute cette force ionique exerce un rapprochement de l'ADN contre la résine. Donc, compression, c'est peut-être pas le bon terme physique, mais il y a la présence de tous ces ions, de toutes ces charges, vont favoriser le rapprochement de l'ADN et de la résine. Voilà pour la chromatographie d'adsorption, donc on va reparler après, donc il faut quand même que vous ayez les idées claires là-dessus. C'est une technique très utilisée pour extraire les ADN, notamment dans beaucoup de kits. Que de l'ADN ou des ions négatifs? À quel endroit? Il fallait des ions négatifs dans le premier cas. Deuxième cas, la force ionique, elle est à la fois due à des ions négatifs et positifs. Un peu de tout. Grosso modo, c'est mettre plein d'ions, mettre plein d'intervenants, faire rentrer plein de gens dans votre rame de métro. En fait, ce que j'étais en train de décrire, c'est ma question. Est-ce que c'est seulement l'ADN qui est plaqué contre la plaque, positive, ou si c'est les charges négatives en général? Alors, en fait, ça sera les charges négatives en général. Ce sera les molécules qui sont chargées négativement en général. Ouais. D'accord, merci. Ouais. La colonne, elle est juste positive, elle n'est pas spécifique de l'ADN, si vous voulez. Elle va interagir avec parce que c'est une molécule qui sera très présente dans votre extrait et qui sera chargée négativement. Et c'est surtout parce qu'elle est chargée négativement. Il n'y a pas de spécificité pour l'ADN, si vous voulez. Donc, il est 10h50. Je sais que les timings sont un peu durs pour vous à respecter parce qu'après vous devez enchaîner et c'est pas facile. Donc je vais essayer de m'arrêter à l'heure et donc de m'arrêter maintenant. Je vous rappelle que demain on a le deuxième cours à la même heure et donc on se retrouve sur le même lien Zoom. J'espère que les choses ont été claires pour vous. S'il y a des problèmes et des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas. Le forum est là pour ça. Demain, je suis là pour ça. Et là, je peux rester connecté encore quelques instants si vous avez des questions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Demain.